I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Hi Feel Good, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans 30 minutes d'émission pour profiter des ondes positives de notre invité. 30 minutes pour prendre le temps d'être à l'écoute d'un homme ou d'une femme, une femme cette fois-ci, actrice d'un peu, beaucoup de mieux vivre ensemble. Par son engagement perso, professionnel, bénévole, elle apporte un peu de bien-être et de mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, I Feel Good avec Edwige Elmer-Laurent. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Bonjour Edwige. Bonjour Christophe. Est-ce que je peux dire que tu es une femme de l'ombre ? Ah oui, complètement. Oui, oui. On ne te Revendiqué. connaît pas dans les milieux médiatiques du système, Non. voilà. Et pourtant, tu connais bien le système. Oui, mais c'est ce que tu dis, c'est de l'intérieur. Donc c'est là que c'est le plus intéressant de pousser ces petits cailloux. Allez, très rapidement en présentation, aujourd'hui, tu es la directrice de cabinet du président de l'Université de Lorraine. C'est ça. C'est Pierre Mutsenart. drôle de métier, ça sert à quoi un DIRCAP dans une université ? Ah mais ça, c'est une question très pertinente pour un autre directeur de cabinet dans une autre vie. Ça c'est fait, À c'est quoi tenté. on sert ? À quoi ça sert ? Alors je pense que la question serait bien pour le deuxième I Feel Good de Pierre Mutsenart. Mais sérieusement, c'est un boulot de fluidificateur. Donc on a des burettes et puis ajusteur-monteur. Voilà, on produit pas, mais on aide à la production. Alors, parce que c'est dur la production dans une université ? Ah, c'est une organisation humaine. Alors ça frotte, hein, c'est super. Ça produit plein de chaleur, ça crée des structures, ça détruit des structures, ça forme plein d'étudiants. Les chercheurs sont des gens hyper créatifs. Donc, à chaque nouvelle règle, un groupe de travail pour partager la règle et voir comment on va contourner la règle. Donc voilà, notre boulot, c'est beaucoup d'expliquer, de pédagogie et surtout de conviction. C'est plein d'humour et c'est pas de l'ironie pour autant, ce que tu dis. Non, mais par Du contre, métier. je suis équipée en ironie, donc s'il y a moyen, je pourrais vous montrer ça. Tu as, parmi tes faits d'armes, tu as connu la fusion, la grande fusion. J'aime bien parce que tu présentes ça comme si c'était la Grande Guerre. Bah, Eh il oui, y a quand même. oui, ceux de 2012. Alors en hein. 2019, quand on dit ça, ça semble presque une évidence. Oui. Peut-on dire que ça a été réussi, autant le dire. Mais en 2012, quand on disait on va fusionner donc Nancy 1, Nancy 2, les grandes écoles MS. Oui. Oh. Oui, les présidents étaient assez engagés pour porter ce projet qui était un peu déraisonnable, on peut dire. Alors il y avait un fait politique au départ. Il y avait un fait politique, mais il y avait aussi un engagement humain, je dirais, de gens qui se sont retrouvés là pour faire le bilan. Et c'était assez émouvant de les retrouver et de voir que, en fait, ils avaient eu la bonne vision à une époque où c'était pas forcément évident et où souvent on disait il faut construire un grand pôle universitaire pour avoir les moyens qui vont avec. Voilà, il n'y avait pas que les moyens, il y avait aussi le fait d'avoir de la visibilité et puis un établissement de grande taille donne des marges de manœuvre qu'on n'a pas dans un établissement de taille plus petite. Ce qui ne veut pas dire que ça s'est gagné, parce qu'on parle encore de 2012 aujourd'hui. Moi, la première, quand on me demande une date professionnelle, 1er janvier 2012 vient assez naturellement. Et ceux qui ont connu cette période en parlent aussi avec tout l'engagement qu'ils ont mis aussi dans le fonctionnement des structures et dans ce que je disais sur la fluidification. Ça n'a pas été une mince affaire au moment où il a fallu tout reposer en réalité. Donc tu as une gamme de burettes quand même bien. Ah oui, bien j'ai de l'hectolitre. T'as de l'hectolitre. D'Ivoire, fusion, absorption, évolution des institutions de plus en plus, parce que le monde bouge de plus en plus aussi vite dans son mode organisationnel. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil face à l'angoisse qu'on peut avoir, face à la crainte qu'on peut avoir d'une décision que tu n'as pas choisie, mais quelque part que tu dois subir ? Quels sont tes conseils ? Comment mieux vivre ce mode changement ? Voilà, parmi tous les collègues qui ont vécu cette période-là, tout le monde n'a pas la même appréhension des changements.
Je crois qu'un changement, il est mieux accepté s'il est bien expliqué. Et je pense aussi qu'il faut expliquer aux collègues qu'ils n'ont pas forcément mal fait les choses avant. Et c'est pas parce qu'ils ont mal fait les choses qu'on change, en fait. C'était changer pour prendre une dimension nouvelle, ce qui veut dire qu'on s'appuie sur les acquis du passé. Et ça, c'est important de redire à tous les gens qui ont contribué, quel que soit le changement, quelle que soit la fusion, que l'avant était positif et avait de la valeur. Et ne pas négliger les individus. En fait, quand je dis la valeur, c'est aussi la valeur individuelle et la reconnaissance du travail qui a été fait. Là, tu parles en tant que faiseur de fusion, mais quand tu dois vivre une fusion où tu ne peux pas faire grand-chose, quels sont les conseils que tu pourrais donner pour se dire, voilà, on a ça devant nous, comment on peut au mieux l'appréhender et le préparer ? Alors, on est tous un petit bout de ce processus en réalité. Surtout, je pense, les cadres ou les cadres intermédiaires, les collègues qui doivent continuer à faire tourner une boutique tout en préparant la boutique d'après, quoi. Ça, c'est compliqué parce que ça veut dire quand même 2 fois plus de stress, de travail. Mais reconnaître l'engagement de ces collègues, c'est leur permettre de mieux traverser ce changement. Alors, je ne dis pas que ça a toujours été réussi. J'ai moi-même eu des difficultés de ce côté-là en disant voilà, regardez, c'est nouveau, donc c'est mieux. Non, c'est nouveau, donc c'est différent. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est autre chose. Comment tu perçois la chance et le risque des identités ? Par exemple, je sais pas, tu fusionnes Nancy-MS, tu fusionnes Lorraine et Alsace dans une université, dans les médias, voilà. La place de l'identité là-dedans ? Elle est très, très, très importante et elle est un des principaux freins au fait que les personnes se respectent, acceptent de travailler ensemble. Nous, on l'a vu, la première année, tout le monde se présentait comme venant de son établissement d'origine, parce que ça faisait partie de son identité et personnelle et professionnelle. Et plus on met de tripes dans son travail, plus cette identité est forte. Et donc, c'est ce que je te dis, d'éviter de la gommer, parce que la gommer n'a pas de sens et elle est encore en plus niée de l'identité personnelle des collègues. Donc voilà, les processus de fusion, on voit bien qu'à l'échelle du Grand Est, les identités de Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace continuent à perdurer. Les gens disent « je suis lorrain », ils ne disent pas forcément « je suis grand-estien », pas encore peut-être. Dans le cadre d'une fusion, dans le cadre de cette création plutôt, je dirais, de l'Université de Lorraine, dans le cadre de cette création de l'Université de Lorraine, qu'est-ce qui t'a donné de la joie, du plaisir, de la satisfaction ? Alors, il y a des moments très précis, en fait, où dès le début, j'ai démarré à l'Université de Lorraine en qualité de directrice de la recherche et de la valorisation, donc un service d'appui qui venait de fusionner au service des laboratoires. Et quand les directeurs de pôles scientifiques ou de laboratoires, qui sont des structures, on va dire, de production et de création de connaissances, quand ils appelaient en disant « Allô Edwige, on a un problème ». Et ça, franchement... on a un problème, c'est précieux. Ça veut dire qu'on est ensemble pour le régler. Et c'est pas tu as généré un problème qui rejaillit sur moi ou quelqu'un d'autre, encore pire, a généré un problème qui rejaillit sur moi. C'est on est confronté à une situation. Et ce collectif de travail, ça, c'est vraiment des moments précieux. Alors on parle un tout petit peu à l'imparfait là, dans nos phrases, parce que tu vas avoir des perspectives professionnelles dans les mois à venir qui vont te faire voyager un petit peu. Oui, mais parce qu'aussi l'imperfection, c'est la vie. Voilà, il ne faut pas chercher à tout faire bien. Ça, c'est mon grand conseil de vie. Non, le perfectionnisme, c'est un truc assez puisé. Non. Vivons imparfaits, vivons heureux. Donc, dans ton futur, néanmoins, pour éviter l'imparfait, passons au futur. Le futur, ça veut une nouvelle responsabilité, un nouveau challenge, sacré challenge. Oui, là, c'est rejoindre un établissement national qui est le CNRS. Donc, les laboratoires ont un papa et une maman, ou 2 papas ou 2 mamans, selon le point de vue. Et l'un, c'est l'université, l'autre, c'est le CNRS. Les 2 employeurs des chercheurs, en réalité, les 2 financeurs de la recherche. Et donc, intervenir en appui aux chercheurs. Je crois que j'aime beaucoup les étudiants, mais j'aime encore plus les chercheurs parce que voilà le côté créatif du monde de la recherche, ce que je disais tout à l'heure, le côté on s'embarque, on ne sait pas ce qu'on va aller dénicher, là où on va aboutir, mais on s'engage, la prise de risque, ça c'est vraiment des métiers passionnants. Et... Ça sert à quoi le CNRS aujourd'hui ? Oh, mais cher ami... Bah oui, cher ami, répondez à mes questions, s'il vous plaît. Bah oui. Il fallait me les envoyer avant. Ouais. Alors, à quoi sert le CNRS ? À mener une politique scientifique dans tous les domaines de
de la recherche scientifique, on va des sciences humaines, sciences sociales, jusqu'à la recherche plus fondamentale ou plus appliquée dans les domaines de biologie, matériaux, les domaines qu'on partage côté Université de Lorraine également. Donc voilà, financer de la recherche, financer la masse salariale des chercheurs, le fonctionnement des laboratoires, acheter de grands équipements, travailler en réseau sur les sites. Le CNRS est très impliqué sur les politiques de sites. Et là, le poste que je rejoins va s'occuper de la politique de site en Lorraine, avec l'INSERM, les autres organismes de recherche, en fait, en santé, en informatique automatique et en agronomie. Que ce soit au CNRS ou à l'Université de Lorraine, la place de la recherche dans la société, est-ce que tu crois qu'en France, aujourd'hui, ça reste un des leviers puissants d'innovation et de développement qui fait de la France un pays fort dans sa capacité de création et de production ? Alors, ma réponse, elle est vraiment personnelle. Elle est restée sur une dimension de financement audacieux de la recherche, c'est-à-dire pas forcément la recherche finalisée dont on sait exactement comment on pourra la valoriser quand on la démarre. Prendre le risque, acheter un grand équipement, c'est quelque chose qui coûte très cher à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements. Ça veut dire ne pas attendre un retour sur investissement qui soit nécessairement automatique ou planifié dans le temps. Alors, j'aime beaucoup RCN, mais de temps en temps, je suis un petit peu infidèle. Je vais écouter d'autres émissions. Et il y avait une belle émission ce week-end sur France Culture qui évoquait tout le pouvoir de la recherche française qui avait permis le TGV et puis le nucléaire. Avec le débat qu'il y avait sur le nucléaire, mais voilà. Mais c'est bien cette capacité d'innovation et de création qui a fait de la France. C'est un peu en contradiction avec ce que tu dis, parce que là, il y avait une finalité. Il y avait du nucléaire, il y avait du TGV. Je ne sais pas si la finalité était connue au démarrage, hein. Je pense que très souvent, les chercheurs ou les consortiums de laboratoires de recherche savent exactement ce qu'ils vont produire. Mais est-ce qu'on ne loupe pas des fois dans l'innovation un accompagnement vers une sortie économique Oui. Hein, le Minitel, on est passé à côté, Internet, on est passé à côté alors qu'on était plutôt dans les premiers. On était plutôt en avance. Mais un des aspects de mon métier, que ce soit à l'université ou au CNRS, ce sera l'appui à la politique scientifique et pas la définition de la politique scientifique. Et je reviens sur ton introduction sur Femmes de l'ombre. L'idée générale, c'est quand même d'être en appui à la politique d'un établissement. Ça veut dire avoir un avis de citoyen, mais le garder pour soi quand on est au travail. L'avis de citoyen, c'est une chose, je l'exprime quand je vais voter, quand je vais faire un choix politique. Mais heureusement que tu fais des choix musicaux qui vont nous permettre de te dévoiler un petit peu, parce qu'avec des paroles comme ça, on n'est pas prêt de faire connaissance. Excellent choix. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat poil au bras. Et j'ai mangé pour tout dessert du camembert. Le camembert c'est bon quand c'est bien fait, vive l'amour. À ce propos, revenons à nos moutons. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Vendre des glaces, c'est un très bon métier, poil aux pieds. C'est beaucoup mieux que marchand de mourons, pas bon. Marchand de mourons, c'est pas marrant. J'ai un parent qui en vendait pour les oiseaux. Mais les oiseaux n'en achetaient pas, ils préféraient le crottin de mouton. À ce propos, revenons à nos agneaux. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Mais la Castille, ça n'est pas l'Aragon, ah mais non. Et l'Aragon, ça n'est pas la Castille. Et la fille s'est passée de glace au citron avec vanille. Et le garçon n'a rien vendu, tout a fondu dans un commerce. C'est moche quand le fond pour le pied. À propos de pied, chantons jusqu'à demain. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille.
Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Bobby Lapointe, Aragon et Cathy. Non mais ça nous vient d'où ça? C'est encore un labo qui a travaillé? Non, je crois que j'ai un déphasage temporel sur la musique. Donc Rina Ketty, Bobby Lapointe, Dario Moreno, tout ça, c'est des choses qui donnent la pêche. Donc je vous encourage quand même à lire les paroles et Qu'est-ce que tu as à y trouvé retourner. Le jeu avec les mots. Pas forcément le jeu de mots brut, mais quelque chose qui est vraiment mis en scène avec le langage. Et puis Bobby Lapointe aussi, c'était un mathématicien. On ne le sait pas beaucoup. Donc voilà, c'est quelqu'un qui avait le sens des mesures et de la mesure. Donc c'est un poète. C'est sur cette première partie d'émission, on a vu la cérébrale, la professionnelle, voilà. En même temps, quand on travaille un peu avec toi, Edwige, l'humour est en permanence. Les jeux de mots sont toujours là. Ça, c'est une technique de survie en milieu hostile. Hein. Je recommande beaucoup l'utilisation de l'humour. On parlait de l'ironie, qui est peut-être la branche la plus violente de l'humour qu'il faut éviter. Mais sinon, oui, l'humour, ça permet aussi de se remettre à distance, de remettre les événements à distance. Et quand on n'y arrive plus, c'est qu'on commence à être un petit peu au bord et il faut prendre un petit week-end quand c'est comme ça. Hein, c'est le moment de s'arrêter, de respirer. Sur ta carrière, il n'y a pas de plan de carrière. Enfin, excuse-moi, mais tu as évoqué très brièvement, avant de te dire qu'il y a un peu de... c'est quoi ce schéma de carrière? Mais je suis arrivée en Lorraine... Tu es l'antithèse de tous ceux qui te disent pendant leur fac, préparez votre plan de carrière, il faut que vous ayez quelque chose... Ah non. Je le dis aussi, hein, je fais plein de formations en disant aux gens, préparez-vous, tout ça. Préparez-vous à l'après-thèse, la stratégie... En fait, la stratégie, elle est souvent faite d'une rencontre, quelqu'un qui offre une opportunité. Moi, c'est comme ça que je suis arrivée en Lorraine. Dans mon jury de thèse, il y avait quelqu'un qui m'a dit tiens, j'aurais peut-être besoin de quelqu'un dans le laboratoire à Nancy. Et puis, voilà, j'ai fait ma thèse à Besançon. Et je suis arrivée à Nancy comme ça, pour travailler au collectif de Sciences Éco. Drôle de truc, ouais. Toutes les thèses, en général, ont cette merveilleuse réaction de la personne qui dit... Et tu peux nous en dire un peu plus sur le contenu de ta thèse? Ça n'est pas le chevalier paysan au lac de Paladru en l'an 1000. Hein. Pour ceux qui ont fait des thèses, ils l'ont forcément eu, surtout dans ma génération. Mais je travaillais sur les processus d'indemnisation des victimes d'erreurs médicales. Ouais. Et je faisais de l'économie expérimentale et de la théorie des jeux. D'accord. Voilà. Et je l'ai relu récemment et je vous conseille de la lire parce que je te conseille parce que tu ferais partie des 6 personnes qui l'auront lu dans le monde. Ça sera super. Elle est en ligne, Et on trouve tout en ligne, hein, thèse.org. Voilà. Mais sinon, je la fais parvenir à tous les auditeurs qui en font la demande en version électronique. Je serais hyper fière. De la Franche-Comté, c'était un passage ou c'était un lieu de naissance? Ah oui, c'est mon lieu de naissance et c'était un passage jusqu'à l'âge de 24 ans. Et puis j'y retourne encore avec beaucoup de plaisir. Les accents. Énormément de travail, cher ami. Énormément de travail. Quand on l'a, ça peut traîner un peu. Non, mais je peux vous refaire du franc-comtois dès que vous voulez. Hein. Moi, c'est vraiment pas difficile. Hein. Ça peut revenir ça très revient. Vite. Il paraît que quand j'appelle mes parents, ça revient naturellement. Ce lieu de naissance, il représente quoi pour toi? J'ai l'habitude de dire que Victor Hugo est né dans la même ville que moi. Donc ça a pas mal d'allure. Hein. Bon, lui, c'était pas fait exprès, visiblement. Non, oui, c'est vraiment une chouette ville que je recommande pour sa qualité de vie et puis la beauté de la nature aussi. Voilà, la qualité des villes de la taille de Besançon ou Nancy ou Metz, on se retrouve avec une vraie qualité de vie intéressante. Ce lieu de naissance, ça fait partie de tes 3 dates importantes dans ta vie. Oui. Donc on a vu la fusion. C'est bien parce que tu dis lieu, c'est une date et pour moi c'est exactement ça parce que je suis nulle en dates, je ne les mémorise pas. Donc je prends les grandes dates et puis j'ai épousé un historien qui, comme ça, lui, s'en rappelle à ma place. Là, tu es en train de me faire la deuxième date, mais on peut refaire la première date. La première date. La première, oui, c'est... vous allez trouver ça peut-être un peu égotique, mais c'est le 21 août 73, puisque c'est ma date de naissance, mais c'est une manière pour moi de m'inscrire dans une histoire familiale, en fait, dans 2 histoires familiales, dans le meilleur des cas, et de remercier aussi toute ma famille, mes parents et grands-parents qui m'ont donné des valeurs, qui m'ont donné le goût du travail, qui m'ont donné la valeur de l'engagement. Et donc ça n'a pas de prix. Donc cette date, elle me sert surtout à leur faire passer ce petit merci.
La valeur de l'engagement, du travail, tu peux en dire un petit peu plus. Jeune, tu t'étais déjà vachement engagé? Ah non, ben non, il faut... Alors pareil, c'est un petit conseil ça, à tous les jeunes à qui on dit travaillez fort, travaillez, quoi, ça suffit, ne travaillez pas trop fort. Tu quoi, vivais bien à côté alors? Alors je vivais pas beaucoup à côté, mais j'ai pas non plus été une grosse bosseuse trop tôt. Je m'y suis mis pour la thèse, où là j'ai découvert ce que c'était que écrire, rédiger avec un dictionnaire sous chaque coude pour essayer d'écrire le mieux possible et dans la pression du temps. Et ça, écrire vite et sous pression, ça c'est par contre un plaisir que je recommande. Ah oui? Ah oui, ouais, c'est... Il faut se mettre un peu la pression quelquefois. Donc, bon, tu nous lâches rien de ta jeunesse. Ah, mais parce que je suis en plein dedans, cher ami. Pardon. Bah oui, c'est moche. C'est de moche. faire ça à une dame, franchement. Je venais dans cet établissement de qualité et là, qu'est-ce qui m'arrive? On me dit, alors c'était comment? T'as connu Dario Moreno? Bah non, je l'ai pas connu. Cette capacité du théâtre pour le théâtre, elle vient d'où? Tu l'as cultivée là? Non, oui, c'est récent ça. C'est récent, ah ouais? C'est une vieille envie que j'ai réalisée récemment. Ah ouais? Donc c'est pareil, garder des envies pour quand vous aurez 45 ans, c'est vraiment bien de les réaliser à ce moment-là de votre vie. Parce qu'on est beaucoup moins... deuxième jeunesse, donc. Voilà, dans sa deuxième jeunesse, oui, disons. Et l'idée, c'est quand même de s'amuser, quoi. C'est le jeu derrière ça. Il y a la langue, mais il y a aussi le jeu. Donc voilà, théâtre amateur, évidemment. Ouais, où ça? À la Manufacture à Nancy, D'accord. dans un atelier avec... j'ai eu 2 enseignantes super, quoi. Avec des représentations publiques? Oui. Quand? C'est passé. Il n'y en a pas des prochaines? Non, là, la semestrialisation est passée, mais je vous recommande l'atelier du 2e semestre auquel je n'ai pas participé, qui se produit jeudi soir à 20h. D'accord, tu y seras? J'y serai dans la salle. Deuxième date, parce qu'on l'a fait un peu à l'envers volontairement, donc naissance, Franche-Comté, Besançon, scolarité, au fait, tu disais tu as un peu bossé, bien... Pur produit de l'école publique. Ouais. Voilà. Ouais. Un peu bossé, un peu les parents qui disent on va quand même te donner les cours de maths et de physique, hein, parce qu'on voit bien que c'est un peu juste. Et puis, ça a bien marché alors? Oui, ça a bien marché, oui. Et puis la fac à Besançon et à Dijon. Et voilà. Et après, arriver à Nancy. Ça veut dire une fille qui aime bien s'enraciner là où elle est, qui ne bouge pas quand même trop facilement. J'ai une petite tendance mollusque, hein. Je reste accrochée à mon rocher. J'aurais pas dit ça, hein, évidemment. Mais... Non, je reste accrochée à mon rocher et je m'attache beaucoup aux personnes avec lesquelles je travaille, aux institutions, aux projets qui sont portés. Parce que, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais l'Université de Lorraine, avant d'en partir dans quelques semaines, là, tu y es resté un sacré bout de temps. 20 ans. Je faisais mon calcul, 20 ans. 20 ans? Oui. Plein de postes différents. Combien? Oui, en bougeant à l'intérieur de la même maison. Une dizaine de postes Je sais pas trop dire, en fait. Des petits bonds de 3 ou 4 ans sur soit des projets à monter, soit des services à diriger. Le cabinet, évidemment, le cabinet, c'est vraiment la chose la plus atypique, on va dire. Et puis... la direction générale adjointe des services avec des patrons différents, en fait, avec des chefs différents. Donc à chaque fois, on apprend, à chaque fois, on commet des erreurs, on rebondit. Et ça, c'est vraiment la... Il n'y a pas eu des moments où je lâche tout? Si, mais... C'est 20 ans dans une boîte. Si, mais oui, mais la boîte a changé, en fait. C'est ça l'intérêt, c'est aussi de se dire que l'université que j'ai connue en arrivant, j'avais tout à apprendre, j'avais aucune fichue idée de comment s'était organisée une université. J'étais dans mon labo tranquille, stressée par d'autres objets que les objets institutionnels. Et puis la passion des institutions fait qu'on va voir un peu plus près du moteur, un peu plus près de là où la décision se prend, ou là où la décision s'élabore. Parce qu'à l'université, les décisions, elles ne se prennent pas, elles s'élaborent en concertation. Et ça, franchement, la conviction, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Le CNRS, c'est un peu le même mode... C'est plus hiérarchique comme fonctionnement. Et puis, c'est un établissement national qui entend appliquer sa politique sur l'ensemble des sites. Donc ça, je vais aussi avoir des choses à apprendre de ce point de vue-là.
Par contre, on peut déjà prévenir le PDG du CNRS que je suis partie pour 20 ans, du coup. Faut qu'il se prépare, quoi. Il va peut-être être un peu fatigué. Et ce qui est intéressant avec une invitée comme toi, c'est que tu as fait un beau bout de carrière, tu t'apprêtes à faire un nouveau. Tu as des appréhensions, tu as au-delà t'as des challenges aussi. Je ne demande pas de nous les livrer, mais forcément de nous dire un peu. À la fois, il y a du désir et il y a de la peur, non? Un peu, non? Ah, il y a les deux, oui. Quand tu as pris ta décision, ça s'est passé comment? Alors, ça a été assez compliqué, en fait. Hein. Ça a été un processus qui a peut-être duré un mois d'hésitation, de candidature. Et puis, candidater, c'est se remettre en question aussi en se disant « je suis vraiment bien là où je suis ». En fait, c'est beaucoup plus facile quand on n'est pas bien là où on est. Parce qu'on se dit que le mouvement va régler une partie du problème. Alors que toi, c'était pas le cas. Mais moi, je suis bien. Voilà, t'étais bien dans ton job. Je suis bien. Alors, j'aurais dit, vous m'appelez trop tôt. Et voilà, quand on a parlé du profil avec les collègues du CNRS, la question s'est posée de se dire, est-ce que le moment n'était pas venu de bouger? Parce que finalement, j'allais finir par être Edwige à l'Université de Lorraine. Vous savez, dans les albums de Martine, moi, c'était pareil. Et chaque semaine, une nouvelle aventure. Mais ça veut pas dire que ce que je fais ne m'intéresse pas ou n'est pas utile. Donc ça, on a bien compris, tu pars pas fâché, tu pars pas, voilà, non, mais je pars bien pas là où fâché, t'étais, voilà. Mais avec pourtant, beaucoup de culpabilité quand même, hein. C'est compliqué. Avec un peu de culpabilité même, un peu de culpabilité de se dire, alors, tiens, pourquoi tu as dit, pourquoi je lâche l'affaire? Alors pourquoi tu dis l'aventure en fait. C'est pas une aventure de... Je vais pas traverser le Pacifique à la nage, hein. C'est une aventure tout à fait contrôlée parce qu'on reste dans le domaine de l'enseignement sup et de la recherche. Donc, retrouver les directeurs de laboratoire, les chercheurs, ça c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, qui m'avait beaucoup plu dans les expériences d'avant. Parce que tu t'es un petit peu éloigné de ça, par tes fonctions. On est beaucoup plus sur de la représentation. Alors, les protocoles. Ouais, le protocole, ma passion. Tu sais ce qu'on dit du protocole, hein? Non. C'est chaque fois que quelqu'un fait un reproche de l'ordre protocolaire, il brandit le décret, tout en nous expliquant qu'on ne va pas l'appliquer. Hein. C'est vraiment la meilleure manière d'appliquer le protocole, c'est celle-là. C'est pour reprocher à l'autre de ne pas l'avoir appliqué. On sent de la joie de vivre, là. Ah, mais il en faut. Ouais. Quand on parle du protocole, alors là, effectivement, il faut générer soi-même ces molécules de bonheur. Hein. Allez, on oublie les leviers de ton changement, d'avoir relevé ce défi du changement. Ça fait un petit moment, là, depuis quelques mois, où je me dis, quand une proposition arrive, on ne dit pas non par principe. On va même plutôt vers le oui. Oui, voilà. sur plusieurs mais dans le sens où tu t'es dit, il faut que je m'interroge sur le fait que je puisse bouger. Enfin, Alors, je ne m'étais pas interrogée comme ça, mais je me dis, si une opportunité se présente, pas forcément au niveau professionnel, mais par exemple, quelqu'un qui fait de la radio associative propose d'enregistrer une émission, eh ben on dit oui, et puis on voit ensuite. Ouais. Merci. Voilà, il ne peut rien nous arriver de grave. Et est-ce que tu as ressenti des déceptions dans ces choix de mode de vie? Parce que c'est pas que sur ce choix professionnel-là que tu l'as fait, c'est quand même déjà un petit peu dans ton ADN de fonctionnement. Est-ce que tu as déjà vécu des déceptions d'agir ainsi? Pas quand on dit oui, en fait. Quand on dit oui, c'est qu'on sait qu'on va y trouver quelque chose. Donc, on se met aussi dans un état d'esprit qui permet de recevoir. Mais il y a eu des déceptions, évidemment, hein, sur 20 ans, sur 45 ans de vie, il y a eu des déceptions, mais je pense qu'elles sont venues un peu aussi Moi, il y a eu une période où j'étais vraiment surengagée, où je pense que j'ai mis en péril ma santé. Et là, je peux en vouloir à la structure, mais je peux en vouloir aussi à moi de ne pas avoir su m'arrêter à temps. Hein. Ta méthode de discernement, ça passe par des lieux de pause, des lieux d'arrêt, c'est pas une méthode complètement élaborée. Elle est en cours d'élaboration, on va dire. Le jardin, être dans la contemplation, ça c'est quelque chose aussi d'important, et de savoir se dire que tous ces petits moments ont de la valeur. Parce que moi j'ai aussi la chance qu'il me soit rien arrivé de grave dans la vie, donc ça me permet aussi d'avoir une contemplation positive de la nature, de la vie, des événements qui arrivent. Et puis aller sur des lieux un peu plein de force, quoi, quand on est en face d'un bâtiment magnifique, au bord de l'océan,
voilà, dans la nature, on se sent plus petit et donc ça c'est important. Pour te suivre Se un rappeler. petit peu, pour te découvrir aussi un petit peu, il faut aller sur Insta. Tu publies quelques photos, ça dit quelque chose d'Edwige. Rejoignez-nous. Voilà. Troisième date, on ne l'a pas évoqué, dis donc. Enfin, si on l'a évoqué, Ah mais oui, quand même. c'était quoi cette troisième date? C'était la rencontre avec ton historien? Ouais, c'était le mariage avec mon historien en fait qui me contient dans Ah mes ouais. débordements. Voilà. Le matin, qu'est-ce qui te donne la patate? Eh bien, l'idée que la journée va arriver. Non, mais je me lève optimiste. Moi, je suis pas quelqu'un qui a besoin de toutes ces choses avant de me parler, servez-moi un café, tout ça. Non. Non, c'est t'attaque. Hein, mais oui, il faut y aller. Merci Edwige d'avoir posé tes valises et d'avoir dit oui sans trop te poser de Mais questions. oui. À tout bientôt. That sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice.